Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, nous allons regarder le dernier portrait de la saison par maudit et host politique, Nicolas Sarkozy, le président qui a tué la droite républicaine. C'est parti. Bon, on est d'accord, c'est le dernier portrait. Donc on finit sur une note sérieuse, pas d'imitation. D'accord, pas d'imitation. Mais t'imites Sarkozy, là. Non, j'imite personne. J'ai toujours parlé comme ça. Monsieur Pujadas. Mais enfin, mademoiselle Maudit, vous voyez bien que host, il n'imite personne. Il n'a juste que sa façon de faire les choses. Je crois que Sarko, c'est quand même le politicien le plus facile, avec Mélenchon, à parodier. Mais Sarkozy, tout le monde l'a imité. Je crois que c'est vraiment le président qui a été le plus imité, même dans la cour d'école, tellement il est facile à imiter. Brice Hortefeux. Quelle indignité. Je suis sous bracelet. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, on vous emmène en 2007. Et oui, big up à la génération tectonique. Trocadéro, Alex, 14 ans, retrouve chaque samedi ses amis. Il danse depuis 4 mois. Certaines choses devraient rester cachées. Mais qui dit 2007 dit aussi présidentielle de 2007. Vous savez, celle qui a mené à l'élection de Nicolas Sarkozy. Le mec qui a lu Le Temps des tempêtes. Pour Audible. Il ne s'agit pas de lire, il s'agit d'interpréter. En 2007, Sarkozy est élu pour 5 ans, mais ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est le score d'un autre candidat à l'élection présidentielle. Jean-Marie Le Pen, 11,5%. Là aussi, vous découvrez les ambiances. Plutôt de joie au QG de François Bayrou. Pas du tout la même ambiance, vous le voyez au Front National, où il y a très peu de militants. Annoncé à 11,5% par les premières estimations, Jean-Marie Le Pen termine même à 10,44%, 6 points et demi en dessous du score qui lui avait permis d'atteindre le second tour en 2002 face à Jacques Chirac. Il signe même son pire résultat à une élection présidentielle depuis 1974. Et ce score flopesque du Front National, il va vite être attribué à la stratégie de Nicolas Sarkozy. Ouais, une stratégie de siphonnage des voix du Front National. Un siphonnage qui correspond à une réalité chiffrée. La politiste Nona Mayer estime que plus de la moitié de l'électorat lepéniste de 2002 a porté son choix sur le candidat de l'UMP en 2007. Mais ça, pourquoi? Tout simplement parce que Nicolas Sarkozy, il a été dans une droite beaucoup plus dure, il a été dans une droite beaucoup plus décomplexée sur tout ce qui est racisme, tout ce qui est dégager les gens sans papier, etc. On n'était pas encore au niveau d'aujourd'hui de CNews, de cette ambiance racisme permanente, mais il avait déjà mis le pied dans la porte, quoi. Et alors, sur le court terme, ça a payé. La preuve, il a été élu. Le problème, c'est que sur le long terme, ça a totalement desservi la droite, ça a totalement desservi l'UMP qui sont devenus les Républicains, mais ça a aussi totalement desservi la démocratie dans son ensemble. Parce que, comme l'avait dit, je crois que c'était Usul, mais je suis pas sûr, les gens préféreront toujours l'original à la copie. Alors, certes, en 2007, Le Pen, le vieux Le Pen, avait encore cette aura de monstre de la République. Le Front National, c'était un parti vraiment à part. C'était vraiment... ça fait bizarre de se dire que c'était il y a pas si longtemps que ça, mais les gens avaient honte de voter Le Pen, avaient honte de voter FN. C'est pas quelque chose qu'on pouvait dire sur les plateaux télé comme aujourd'hui en mode oui, je vote Le Pen, y a aucun souci, tu vas faire quoi maintenant? Donc ça avait marché sur le court terme parce que les gens se sont dit bon, Le Pen est peut-être un peu trop hardcore et en plus il peut pas gagner, surtout après la branlée du second tour de 2002. Mais Sarko, il fait déjà des trucs dans ce sens-là, donc vas-y, on va voter pour lui. Sauf que sur le court terme ça marche, mais après le problème c'est le long terme, et le long terme, du coup, ça a rendu certaines idées du RN acceptables, ça a rendu certaines idées du FN moins problématiques, parce que il a mis un pied dans la porte. Alors c'est pas le seul à l'avoir fait, mais c'est le premier à l'avoir fait à ce niveau et de façon aussi assumée, en fait. La chercheuse parle même d'un électorat lepéno-sarkozyste. Ah on est loin de l'UMPS, et ça a toujours été ça, de toute façon. La droite va toujours plus facilement aller vers l'extrême droite, et encore, c'est de plus en plus vrai, que vers la gauche. C'est donc de ça dont on va vous parler aujourd'hui, de Sarkozy et l'extrême droite. Oui, parce qu'il y avait plein d'angles possibles sur Sarkozy, et de quoi faire au moins 2 épisodes de Faites entrer l'accusé. Et Nicolas Sarkozy alors, que devient-il? Eh bien, il court toujours, échappant à la justice. Mais au vu de la percée actuelle du Rassemblement national, il nous a paru important de revenir sur la carrière de l'homme qui a longtemps chassé sur les terres de l'extrême droite. D'autres ont réussi, le plein emploi, l'intégration, la maîtrise de l'immigration. Je veux résoudre les problèmes de la France. Vous voyez, à l'époque, Sarkozy, il parlait pas d'immigration ou dégager les étrangers. Non, c'était plus subtil, on parlait de maîtrise de l'immigration. Mais l'idée était déjà là. L'idée de se dire, écoute, il y a un problème avec l'immigration et on va le résoudre. Et ça, c'est des trucs que Sarkozy a assumé, a mis dans sa politique de façon concrète, sur le long terme, pendant une partie de son mandat en tout cas, et qui a profondément changé le climat politique français. Ça, plus les 2 tours, plus après Charlie Hebdo, etc., ça n'a pas aidé, c'est clair.
clair. Et en plus, les médias qui sont de plus en plus droitisés, tout ça c'est un tout en fait. Mais Sarko a été l'une des pierres angulaires de ce changement. Donc pas merci à toi. Je veux résoudre les problèmes de la France. Ça, c'est un clip de campagne. Et pendant cette capsule de 1 minute environ, il choisit de parler de l'immigration. Et c'est un choix qui n'est pas anodin. Un autre épisode illustre bien cette stratégie. Pendant la campagne, en mars 2007, Sarkozy est talonné dans les sondages par François Bayrou. Invité de France 2 pour l'émission À vous de juger, le candidat de l'UMP choisit la solution de la droitisation pour se démarquer. Invité à préciser le style de son gouvernement en cas de victoire, Nicolas Sarkozy dégaine une proposition iconoclaste. Il annonce qu'il créera un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Et il rajoute le lendemain en meeting à Caen: l'identité nationale n'est pas un gros mot. Chacun peut apporter à la France ce qu'il est. Mais il y a des valeurs avec lesquelles nous ne transigerons jamais. L'aseptisation des discours, ça a créé le tremplin dans la banalisation des discours décomplexés. Non mais c'est ça aussi, ça a énormément aidé. L'aseptisation des discours, on le voit bien là. L'identité nationale n'est pas un gros mot. Chacun peut apporter à la France ce qu'il est. Mais il y a des valeurs dans lesquelles nous ne transigerons jamais. La laïcité, la République, la démocratie, l'égalité homme-femme. Ouais, enfin, non, bah la preuve, hein, vous êtes en train de totalement transiger avec la démocratie, la République, la laïcité, l'égalité homme-femme, hein, parce que la laïcité, c'est pas un manque total de religion, c'est que chacun a le droit de faire son culte comme il veut, sauf que l'État, lui, doit être totalement laïque et neutre à ce niveau-là. Et on voit bien que l'État n'est pas neutre à ce niveau-là. On casse les couilles pour le moindre burkini, pour l'hijab, pour... C'est quoi la connerie là? L'abaya, voilà, l'abaya, j'avais oublié. L'abaya, c'est de la merde leur truc. Par contre, on va jamais rien dire pour Macron qui allait à une messe, ce genre de truc. La laïcité, c'est pas dans tous les sens. Hein. La République, ils sont en train de la brader pour garder leur petit poste. Là. Mais non, tu transiges. L'abaya, c'est juste un truc traditionnel du Maghreb. Non mais c'est ça. C'est comme si on disait... le béret c'est chrétien, c'est aussi débile. Hein. L'abaya musulman, c'est aussi débile que de dire que le béret c'est chrétien. Le béret c'est chrétien, c'est vraiment débile. Mais vous voyez ce truc là, cette phrase l'identité nationale n'est pas un gros mot machin, c'est typique Sarkozy de faire genre, mais en donnant les bons mots-clés en fait. Faire genre on est quelqu'un de raisonnable, mais en donnant les bons mots-clés à son électorat et à l'électorat de l'extrême droite pour dire vous inquiétez pas, je suis avec vous quand même, l'immigration, les musulmans, tout ça, on va réguler. Mais tout en faisant genre, non mais chacun peut être comme il veut, attention, hein, mais pas trop quand même. Et le pire, c'est que ça va marcher, parce que ce pays est raciste. Oui, suite à cette sortie, Sarkozy distance ses principaux adversaires, Ségolène Royal et François Bayrou, en passant de 26 à 30% dans les enquêtes d'opinion. Et ce ministère, il va vraiment le créer une fois arrivé au pouvoir. Brice Hortefeux, nouveau ministre de l'immigration et de l'identité nationale. Et ça, Brice Hortefeux, ça a été l'un des trucs qui a vraiment enterré la politique de Sarkozy dans son côté le plus raciste. Je me rappelle à l'époque des Guignols, je comprenais pas tout, mais Brice Hortefeux, il était parodié à mort en mode, je me rappelle très bien d'un sketch des Guignols où il y avait, je sais plus si c'était un arabe ou un noir, on s'en fout, qui courait dans la rue, voulait échapper à quelqu'un et là il tombe sur Marine Le Pen et des mecs à Marine Le Pen, des skinheads, en mode eux ils sont contents, ils vont pouvoir taper du noir ou de l'arabe et lui il dit vous êtes de l'UMP et eux ils font non, on est du Front National, haha on va te péter la gueule. Et lui il fait oh ça va, vous êtes pas de l'UMP. Non parce que eux c'est des vrais malades hein. Et ça représente un peu le truc. Alors bien évidemment que Sarko n'était pas aussi raciste, etc. que le RN hein, ou le FN, attention. Mais par contre, il faisait des politiques très droitières, très racistes. Et ça, Brice Hortefeux a énormément aidé là-dessus. Certaines institutions, comme la police aux frontières. Et le ministre du Racisme, là, Hortefeux, il va être à l'origine d'une énième loi sur l'immigration. Et il va être aussi l'exécutant d'un des trucs préférés de Sarkozy, la politique du chiffre. Il a convoqué aujourd'hui une vingtaine de préfets n'ayant pas atteint leur quota d'expulsion. Wesh, un quota d'expulsion. On en est là avec Sarko. Un quota d'expulsion. Genre, t'as pas expulsé assez de gens, c'est pas bien. Tu sais, c'est comme les flics ou les contrôleurs avec leur quota d'amende ou de procès verbal. On est où là? Du coup, même si t'es de bonne foi en tant que flic, en tant que maire, en tant que contrôleur SNCF, dans tous les cas, tu vas être obligé d'être plus dur que ce que tu voudrais parce que, il y a des quotas, t'es obligé de les suivre. Évidemment que ça va faire des bavures ou des trucs où il y avait pas besoin et que finalement ils le font. Évidemment, s'il y a un quota à atteindre. Objectif des expulsions, or à la fin juillet, le nombre atteint était de 11 000. Ce ministère, très décrié par la gauche, va tout de même exister jusqu'en novembre 2010. Et il sera successivement occupé par Brice Hortefeux et Éric Besson. Pour les plus jeunes qui nous regardent, Éric Besson, c'est un peu un proto-Manuel Valls. Il va trahir le PS, lui, en 2007.
Éric Besson démissionne du Parti socialiste. Il a convoqué la presse pour annoncer qu'il abandonne tout, le parti, sa candidature aux législatives et même la politique. Il n'a rien abandonné, il est juste devenu de droite. Et il va devenir l'un des porte-paroles les plus zélés du discours d'ouverture à l'extrême droite du président de la République de l'époque. Après, j'ai envie de dire, il était au PS, donc il était déjà un peu de droite. Oh, je plaisante, à l'époque, il y avait encore Mélenchon. Le parti de la traîtrise, le PS, bah en vrai, c'est intéressant de voir qu'à la même époque, il y avait des gens comme ça qui se barraient du PS pour aller à droite, et des gens comme Mélenchon qui se barraient du PS pour créer quelque chose de plus de gauche. Donc c'est vraiment une époque où le PS a fait tellement de merde qu'en fait, ils ont contenté personne. les gauchias, ils étaient en mode, c'est pas assez de gauche, on a envie de se casser, on n'est pas content. Et les droitards, ils étaient en mode, c'est pas assez de droite, vas-y, on va plutôt aller à l'UMP. De toute façon, le PS... En vrai, ils ont réussi à tenir grâce à l'aura de Mitterrand et ensuite quelques trucs sympas qu'a fait Jospin comme les 35 heures. Mais une fois le gouvernement Jospin plus au pouvoir, ça s'est de plus en plus pété la gueule. Et là où le mandat d'Hollande aurait pu être un retour du PS, un vrai retour du PS, je parle pas même pas de gauche radicale, de 6ème République ou de trucs comme ça, hein, je parle juste de une politique social-démocratique à la Jospin. On n'a même pas eu ça, quoi. On n'a même pas eu ça. Alors que pourtant, à l'époque, les gens, ils étaient pas aussi exigeants qu'aujourd'hui. C'est là où ils sont cons, le PS, c'est que ils auraient pu garder leur côté hégémonique de la gauche s'ils avaient ne serait-ce que donné des vraies billes. Genre, oui, on nationalise quelques petits trucs, mais à côté, regarde, on augmente les salaires. Oui, d'accord, on donne au patron, mais il y a un contrat, ils sont obligés d'embaucher, ce genre de truc, tu vois. Et l'UMP, ça leur a desservi aussi, entre autres par Nicolas Sarkozy, le délire de on va beaucoup trop à droite, sauf qu'au bout d'un moment, bah, si vous allez trop à droite, les gens qu'est-ce qu'ils font? Bah soit ils vont aller encore plus à droite que vous, parce que bah pourquoi aller chez vous qui êtes un peu raciste alors qu'on pourrait aller chez les vrais racistes originels? Ou alors bah les moins racistes de l'UMP, ils se sont dit waouh, quand même trop abusé votre délire là, j'ai plutôt aller chez Macron qui a l'air plus raisonnable. Et ça a tué les deux partis. Regarde les dernières élections, je parle pas des élections européennes, parce que les élections européennes c'est quand même différent, mais regarde les dernières élections présidentielles en règle générale, c'est de la merde qu'ils ont eu. Alors que pourtant, bah, c'est les deux partis historiques de la France, avec parmi bah, les plus grosses tunasses pour faire partie, quoi. Genre en 2017, Hamon c'était la deuxième campagne la plus coûteuse des présidentielles. La première c'était Macron, si je dis pas de conneries, il a fait 6%. Les gens ils en ont marre. Oui, parce que pendant toute sa carrière politique, Nicolas Sarkozy a toujours pris soin de ne jamais stigmatiser les pauvres électeurs du Front National puis du Rassemblement National. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Des gens qui se disent de droite, ou ni de droite, ni de gauche, mais qui au final ont quand même des trucs pas mal racistes dans leurs actes et dans leurs programmes, et qui disent non mais les pauvres électeurs du Rassemblement National, quand même, il faut les écouter, il faut aller dans leur sens. Et moi j'ai toujours été dans le sens de, alors oui, il faut pas non plus stigmatiser tout l'électorat du Rassemblement National. Oui, dans le lot, il y a des gens paumés, il y a des gens qui se renseignent mal, il y a des gens qui sont matrixés par ces news, et c'est aussi à ça que servent des gens comme moi, comme Dany Ras, comme Usul, comme Blast, comme France Info, ce que tu veux, comme les journalistes en règle générale, ça devrait servir à ça. Ne serait-ce que donner en fait une réalité des choses. Je vois Gaspard G qui avait fait une vidéo, je l'ai pas encore vue, mais une vidéo sur le RN, et on l'a traité de anti-RN pour avoir donné des faits factuels. Genre, oui, le RN a été fondé par d'anciens SS. Oui, voilà, c'est la vie, t'y peux rien, que tu sois d'accord avec ce parti ou pas, c'est ça. Mais oui, il y a une différence entre ne pas stigmatiser tous les électeurs, en disant effectivement, il y a des gens qui sont paumés, etc. Mais il y a une différence entre ne pas les stigmatiser et dire amen à tous les trucs droitisants, extrême droite, racistes, etc. du Front National, juste pour pas se les mettre à dos. Il y a une différence entre les deux quand même. Tu peux ne pas les stigmatiser, tu peux ne pas les prendre de haut, tu peux ne pas les insulter, même si des fois c'est dur, sans pour autant dire amen à tous les trucs horribles que propose l'extrême droite, juste pour gagner des voix. Parce qu'au final, on le voit encore une fois avec Sarkozy, ça l'a desservi le parti. Et ça, il l'a fait pendant tout son mandat. Ça s'est pas arrêté avec le ministère de l'Immigration. Regardez ce qu'il dit en 2012 dans la campagne pour sa réélection. S'il y a une candidate du Front National, c'est qu'elle avait le droit d'être candidate. Donc à partir du moment où vous vous présentez aux élections, vous avez le droit de vous présenter aux élections, à ma connaissance, vous êtes compatible avec la République. Sa manière de parler insupportable de mais enfin, je ne vois pas le problème. Si jamais ils ont une candidate, c'est qu'ils sont légitimes. Franchement, quel est le problème? Tu sais, cette fausse naïveté de je fais le mec gentil et tout, mais au final, je te dis que t'es un connard. Vraiment, c'est vraiment un proto-Macron sur certains points, mais en beaucoup plus bling-bling assumé et beaucoup plus rentre-dedans assumé, ce mec. C'est terrible. Cette déclaration qui avait choqué au point de faire la une de Libé à l'époque. Ah bah oui, à l'époque, ça suffisait à choquer. Hein. C'était il y a 12 ans, c'était il y a
seulement 12 ans et dire que Le Pen est compatible avec la République, avec les élections, ça choquait à l'époque. C'était il y a seulement 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce putain de pays? Ah bah oui, Hollande, ah bah oui, Valls, ah bah oui, Macron, ah bah oui, CNews, ah bah oui, Bolloré, merde. Dire que le nouveau Front populaire a un programme immigrationniste au calme. Le curseur a bougé et le mandat de Sarkozy, il n'y est pas pour rien. Ouais, c'est pas que Sarkozy, c'est aussi son entourage. Tenez, cette idée de ministère de l'immigration et de l'identité nationale, là, ça a été proposé par Patrick Buisson. Et là, on va s'arrêter sur Buisson, on va faire un genre de portrait dans le portrait. C'est un DLC, mais gratuit. Oh là là, l'inception du portrait, putain. Patrick Buisson, il est forcément d'extrême droite, puisqu'il est né dans le 16e arrondissement de Paris et qu'il est mort au Sable d'Olonne en Vendée. Essayiste, journaliste, président de la chaîne Histoire, Buisson va conseiller Sarkozy dès 2005, puis pendant sa campagne de 2007 et pendant son mandat jusqu'en 2012. Les médias parleront de ligne Buisson pour désigner l'influence de ce conseiller qui est passé par le journal Minute. Ouais, l'idée de ligne Buisson, en fait, c'est l'union des droites. C'est la même chose que ce que proposait Zemmour pendant la campagne de 2022. L'idée de faire alliance entre la droite républicaine et l'extrême droite. Et cette union, Buisson, il veut la réaliser en remportant une bataille culturelle. Petit paradoxe d'ailleurs, sa référence c'était l'italien communiste bien connu Antonio Gramsci, celui qui avait théorisé l'idée que pour conquérir le pouvoir, il fallait au préalable gagner la bataille des idées. Gramsci parle très exactement d'hégémonie culturelle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut influencer la société par la culture et l'idéologie. Buisson, il va influencer Sarkozy pour qu'il reprenne à son compte cette idée, ce genre de gramschisme de droite. J'ai fait mienne l'analyse de Gramsci. Le pouvoir se gagne par les idées. C'est la première fois qu'un homme de droite assume cette bataille-là. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le portrait de Host et Usul, pour le coup, sur De Villepin, qui explique très bien que lui aussi est allé à sa manière, peut-être pas pour ces raisons-là, mais sur la bataille culturelle avec le Puy du Fou, etc., pour mettre des idées de droite dans la société. Parce que, de base, l'art est souvent de gauche, voire apolitique, même si certains sont de droite, évidemment, mais les artistes sont bien souvent de gauche. Et du coup, ça fait que la culture est bien souvent de gauche. Et les gens, ils aiment la culture. Donc, ils auront des valeurs de gauche malgré tout. Et c'est pour ça que c'est important pour les gens de droite de mettre leurs propres valeurs, leurs propres idées sur le devant de la scène, de faire bouger la fenêtre d'Overton à leur manière. C'est pour ça que c'est news, c'est pour ça que Sarkozy il a poussé les choses, c'est pour ça que Le Pen il était de plus en plus dans l'outrance, enfin il était totalement dans l'outrance pour que ce qu'il disait qui était choquant devienne de plus en plus banal et acceptable. Et ça a marché, ça a marché. Aujourd'hui tu peux plus te dire de gauche limite chez certains sans être un dangereux éco-terroriste islamo-gauchiste. Et voir que Éric Nolot est considéré de gauche par Patrick Pro, ça en dit beaucoup sur la poussée de la fenêtre d'Overton vers la droite, c'est terrible. C'est lui qui a fait ajouter cette phrase. Mais bon, il n'y a pas eu besoin de le pousser beaucoup Sarkozy, parce que Buisson, il savait dans quoi il s'était fourré. Faites comme si vous avez rien entendu. Ouais, parce qu'en fait, Sarkozy, dès 2001, dans son livre Libre, il avait déjà théorisé le concept de droite décomplexée. Tandis que la gauche ne cesse d'affirmer sa fierté d'exister en tant que telle, nombre de responsables de l'opposition considèrent comme quasi infamant d'être catalogués à droite, tout en s'abstenant de préciser ce qu'ils sont. Ce faisant, ils organisent les conditions de notre défaite idéologique avant même l'engagement de la bataille. Car enfin, pourquoi donc serait-il noble d'être de gauche et faudrait-il s'excuser d'être de droite? Alors peut-être parce que être de gauche c'est pour l'équité entre les gens, c'est pour l'écologie, c'est pour le social, c'est pour que tout le monde mange à sa faim, etc. Alors que la droite, elle, encourage le capitalisme, encourage la destruction des forêts, les expulsions, la mort, etc. etc. Peut-être. Mais par contre, en vrai de vrai, si jamais on regarde d'un point de vue totalement neutre, enfin le plus neutre possible, il a pas tort dans l'idée Sarko, en vrai. En vrai de vrai, assumer d'être de droite, pourquoi pas. Le problème c'est qu'il y a une différence entre être de droite et être d'extrême droite. Et Sarko a beaucoup joué pour que la frontière entre les deux soit de plus en plus fine. Et ça, c'est un autre sujet, tu vois. Moi, je connais des gens de droite avec qui, je m'entends, je suis pas d'accord sur les idées, je suis pas d'accord sur les valeurs, tu vois. On s'engueule parfois quand on débat politique, mais ça reste une droite républicaine, une droite de non, le racisme c'est non, machin. C'est juste que la personne ne voit pas le problème avec le productif, avec la croissance infinie, ne voit pas pourquoi il faut réguler le marché, pourquoi il faut contenir le capitalisme, etc. Parce que par conviction, par naïveté, ça dépend des points de vue. Mais par contre, sur le racisme, l'homophobie, etc., là, on est d'accord, tu vois. Et normalement, la droite, ça devrait être ça. Au minimum. Sarko, il a pu appliquer cette politique de la vraie droite, dure et véritable, pendant presque 4 ans quand il était ministre de l'Intérieur entre 2002 et 2007. Ouais, la droite avant tout économique, mais pas sociale en gros. Tu veux dire certaines personnes de droite que je connais, des Guénailles? Ouais, c'est ça. C'est un peu ce que nous vendait Macron en 2017, si tu veux. C'est-à-dire que économiquement de droite, mais socialement de gauche. Et j'en connais plein des comme ça. J'en connais plein. Et on en connaît tous en vrai. Et de moins en moins malheureusement, parce qu'ils se font de plus en plus bouffés par CNews et compagnie. Mais on en connaît tous des gens qui, économiquement, vont te dire que ouais, on vit plus longtemps, donc on travaille plus longtemps. Mais qui à côté de ça, vont te dire que c'est important de tresser les chèques, noirs, blancs,
blanc, jaune, on s'en bat les steaks. Bon, qui vont pas être basés non plus, genre, mais par contre, qui vont comprendre que, c'est pas parce que t'es noir que tu dois pas être traité comme les autres, tu vois. Après, on n'a pas tous le même curseur de où commence et s'arrête l'homophobie et le racisme, mais c'est bien de continuer à parler avec ces gens-là, je trouve, parce que si on arrête de leur parler, parce qu'ils disent que, je dis une connerie, parce qu'ils disent que non, il n'y a pas de contrôle aux faciès, imaginons, mais qu'ils sont d'accord que si ça existait, ce sera dégueulasse, bah si on arrête de leur parler, il y aura plus que les droitards et l'extrême droite qui vont leur parler, ils vont aller de plus en plus à droite. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 2015, 2018, 2019, où la gauche s'est de plus en plus renfermée sur elle-même, et où, du coup, on a une espèce de barricade de pureté idéologique, sauf que le problème, c'est que, du coup, des gens qui auraient pu être d'accord avec nous, ils sont plutôt allés dans l'autre camp, parce que, on cassait trop les couilles, on casse les couilles des fois à gauche, faut le dire, on casse les couilles, parce que, il y a une vitrine, qu'elle soit sur Twitter et tout, de gens qui crient au racisme pour pas grand chose. Je mets des guillemets au pas grand chose parce que, selon ton affect, ça peut être beaucoup ou pas, mais c'est aussi comment tu vas le dire, tu vois. Moi, par exemple, je connais des gens, ils viennent d'une ancienne génération, tu vois, genre, je connais des gens qui disent P plus loin D pour parler des homosexuels, mais pas par homophobie, c'est juste qu'ils l'ont entendu toute leur vie, donc pour eux, c'est pas grave. Et je leur dis, tu sais, par contre, LGBT, tu vois, c'est pas grave, tu vois, genre, c'est pas plus long, c'est pas beaucoup plus long. Et ils disent, ah oui, c'est vrai, pardon, ouais, d'accord, mais tu vois, et c'est important de parler, de discuter, parce que, c'est comme ça qu'on... Après, discuter jusqu'à un certain point, tu vois, c'est aussi ça le truc, c'est que, je veux dire, si j'ai un authentique Na plus loin Z devant moi, j'ai pas envie de discuter. Il y a un équilibre, il y a une nuance à faire. Il réunit 2000 commissaires de police à Paris et annonce le retour du tout répressif. La peur doit maintenant changer de camp. C'est aux délinquants de craindre les forces de l'ordre et pas à celles-ci de redouter de pénétrer dans certains quartiers. Oh, t'inquiète pas que les délinquants, comme tu les appelles, ils ont toujours craint les forces de l'ordre, et que même s'il y en a, ils ont moins conscience de la dangerosité du truc, et que, oui, il y en a, ils ont pas peur de les forces de l'ordre, ou en tout cas, ils font genre, ils ont pas peur, parce que il y a une espèce de fierté à dire, rien à foutre, moi j'ai pas peur des flics. T'inquiète pas que même avant que t'arrives au pouvoir, les forces de l'ordre, ça faisait peur, et les gens des quartiers, ils avaient bien conscience du fait que, ouais, il y a du problème de racisme systémique, etc. Même s'il y en avait beaucoup moins à l'époque, ça on est d'accord, et que faut aussi se poser la question de pourquoi les flics ils sont pas les bienvenus dans certains quartiers. C'est parce que le quartier il est totalement islamisé, parce que le quartier il est rempli de racailles, de rebeux et de renois, c'est pour ça? Ou c'est parce que les flics ont été racistes, problématiques, etc. avec certaines personnes de ces quartiers-là, et que du coup il y a une méfiance? Faut peut-être se poser la question. Ouais, en fait on vous en avait déjà un peu parlé dans notre vidéo sur Villepin. Quand celui-ci était Premier ministre, en fait son opposition avec Sarkozy, c'était aussi l'opposition entre deux lignes de la droite. Oui, sauf que les gens, ils sont racistes. Donc c'est celui du Karcher qui a gagné. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Dès 2005, l'association ACT UP ne s'y était pas trompée puisqu'elle avait publié avec un collectif de sans-papiers une affiche de Nicolas Sarkozy avec un appel à voter Le Pen. L'association de lutte contre le sida dénonçait sur son site la guerre menée aux étrangères et la dérive du ministre de l'Intérieur vers un discours et une politique d'extrême droite toujours plus affirmée. L'affiche, elle a fait du bruit, elle a scandalisé la droite et elle a continué à être relayée jusqu'à la campagne de 2007. Et Patrick Buisson, il était ravi de cette affiche. Elle eut pour effet de rabattre toute une partie de l'électorat du Front National, découragé par l'absence de perspective d'une quatrième candidature de Le Pen à la fonction suprême vers le candidat de l'UMP que l'on avait cessé de lui présenter comme un substitut du vieux leader frontiste, et finalement beaucoup plus dangereux, puisque susceptible d'accéder au pouvoir. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, du coup. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Sarkozy, ouais, il y a plein de gens qui voulaient voter Le Pen, mais qui en avaient marre de perdre, et qui se sont dit, vas-y, on va tester Sarko. Il est peut-être pas assez raciste, peut-être pas assez d'extrême droite, mais au moins il nous donne quelques billes. Le Karcher, les trucs sur l'immigration, débarrasser des racailles, etc. Ça aide, et puis aussi, ils vont peut-être en parler, mais 2005 a énormément joué là-dessus aussi, faut pas l'oublier. Pour les personnes qui savent pas de quoi je parle de ces deux jeunes qui ont fui la police et qui sont morts tragiquement dans un système électrique, et ça a fait l'émeute des banlieues de 2005 qu'on a beaucoup comparé avec les émeutes qu'il y a eu après la mort de Naël. Et Sarkozy, après ça lui a donné du pain béni pour sa politique droitière et immigrationniste. Alors je sais pas si l'affiche a pesé tant que ça, mais ce que dit Buisson, en tout cas, ça rejoint les conclusions des chercheurs sur les transferts d'électorat. Vous savez, les sarko-lepénistes là. La spécialiste en sociologie électorale Nona Mayer a notamment découvert que les lepénistes qui ont basculé vers Sarkozy en 2007 l'ont fait parce qu'ils croyaient en sa stature d'homme d'État. C'est sûr, tu me dis Sarkozy, moi je pense homme d'État. Si tu crois que son insultant, tu vas régler le problème des pêcheurs. Alors, y a-t-il des questions? Ici.
Ah non, pas. Tu me salis. Casse-toi alors. Bon, on se moque, mais c'est vrai que Sarkozy, il a été maire, il a été ministre de l'Intérieur, il a été ministre du Budget, et puis surtout, il fait beaucoup moins peur que Le Pen. Et puis, certains lepénistes ont l'impression que leurs idées peuvent arriver au pouvoir grâce à Sarko. S'ils sont en phase avec Jean-Marie Le Pen sur le rapport aux immigrés, à l'islam, à l'ordre, ils trouvent leur compte dans les propos de Nicolas Sarkozy sur la maîtrise de l'immigration, le rétablissement de l'ordre, le retour au travail. Oui, c'est exactement ce que je disais. Sarko a fait du Le Pen en plus droite traditionnelle, mais en donnant des billets à l'extrême droite. On a manifestement des doutes sur la capacité de Jean-Marie Le Pen à mettre ses propositions en œuvre. Bon, on a vu que la strate de Buisson, elle a fonctionné en 2007. Mais alors pourquoi, avec la même stratégie, Sarko y perd en 2012 ? Oui, c'est bizarre. Pourtant, tout au long du mandat, Sarkozy va garder un cap clair, notamment en mettant en place un débat sur l'identité nationale. À Strasbourg, Nicolas Sarkozy venait parler grand emprunt. Au même moment, le président s'efforce aussi de se réapproprier un autre débat, celui de l'identité nationale. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, le chef de l'État estime qu'il ne faut surtout pas occulter le sujet. En 2010, à Grenoble, Sarkozy va prononcer un discours qui deviendra le symbole de la reprise par la droite républicaine des thèmes et des thèses de l'extrême droite. Enfin, il faut le reconnaître, et je me dois de le dire, nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée, qui ont abouti à un échec de l'intégration. Et vous voyez ce genre de discours? Aujourd'hui, c'est banal. Hein. C'est même un peu mou, hein, aujourd'hui, pour la droite. C'est macroniste, un peu, tu vois, genre, on veut faire genre, on est mi-droite, mi-de gauche, mais finalement, c'est quand même de droite. Et aujourd'hui, c'est pas si ouf, hein. Mais à l'époque, ça avait fait du bruit, ce genre de discours. À l'époque, ce genre de discours, c'était considéré comme, au mieux, pas ouf et extrême droitisant, et au pire, raciste. Et aujourd'hui, ben, on s'en fout. Darmanin, lui, il dirait, il y a de la mollesse, monsieur Sarko. Ouais, c'est ça. Darmanin, il dirait, ouais, faut reprendre des vitamines, parce que là, je me trouve un peu mou. Non, mais c'est ça. Moi, des fois, ça me fait mal de revoir des vidéos politiques des années 90, 2000, surtout les années 2000, parce que c'était il y a pas si longtemps, quoi. Merde. Et là, on est en mode, c'était il y a 15 ans, c'était il y a 10 ans. Et pourtant, le paysage a tellement changé en si peu de temps. Et ce qui est énervant, c'est que la gauche le disait déjà à l'époque. Une partie de la gauche, et même en 2016, 2017, il y a plein de gens qui en parlaient déjà hein, quand Macron est arrivé au pouvoir de attention quand même là, on va petit à petit vers une droitisation, une extrême droitisation, une banalisation des idées racistes et l'extrême droite. Les gens disaient mais non, on n'est pas con quand même. Regarde Trump, il est trop débile. Les gens ils votent pour lui, mais vraiment faut être taré, faut vraiment être con pour croire en ce qu'il dit. Sauf que 5 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe en France, tu vois? Je ne me suis jamais laissé intimider par la pensée unique. El famoso pensée unique, hein. On y était déjà à l'époque. Il est quand même invraisemblable que des jeunes gens de la deuxième, voire de la troisième génération se sentent moins français que leurs parents ou que leurs grands-parents. Eh ben c'est peut-être parce que vous avez rien fait pour qu'ils se sentent totalement français. Je ne sais pas, je dis ça peut-être. Peut-être que mettre un centre de merde par cité avec des aides pourries, des tables de ping-pong en pierre qui se battent en duel et 3 ballons de foot avec des politiques répressives, avec des politiques de réimmigration à tire-larigot, peut-être que ça a pas fait en sorte que les gens se sentent totalement français. Peut-être. Tous ici, vous pourriez en porter témoignage. Tous. Tous, vous avez des exemples. Pourquoi ne le dit-on pas? Parce que c'est raciste et que c'est faux. Il va aussi évoquer la suspension des allocations familiales pour les familles dont les enfants ne vont plus à l'école, et puis la déchéance de nationalité pour les Français d'origine étrangère. Et ça, c'est super choquant, parce qu'en fait, il crée une distinction entre les Français d'origine étrangère, donc qui peuvent être déchus, et les autres. Oui, enfin, on va pas se mentir, c'est surtout entre les Blancs et les racisés, hein, parce que bizarrement, les Italiens, les Portugais, tout ça, il n'y a pas eu trop de problèmes, bizarrement, tu vois. Alors, pourtant, ils sont issus de l'immigration, eux aussi, mais bon. Le discours de Grenoble a provoqué un tollé. En liant nationalité et délinquance, il fait ce que personne n'a jamais osé faire dans l'arc républicain, s'alarme Jean-Jacques Urvoas, secrétaire national du PS chargé de la sécurité. Jusqu'à présent, ce discours était l'apanage de l'extrême droite. Et maintenant, ce discours est l'apanage de quasi tout le monde, à part une partie de la gauche. De Valls à Hollande, en passant par Macron et Le Pen, c'est devenu banal de dire ça. C'est devenu banal. Mais à l'époque, non. À l'époque, il y avait un vrai filet, un vrai barrage républicain. Ça existait vraiment. C'est un vrai truc. Il suffit de voir le discours de Chirac quand Le Pen arrive au deuxième tour. Clairement, il a dit « Moi, je vais pas débattre avec un putain de raciste. Donc non, nique ta race, moi, je vais pas faire de
de débattre second tour avec toi. Tout le monde a appelé, quasiment tout le monde a appelé à voter Chirac à ce moment-là. Quand il y avait un candidat communiste versus un candidat UMP versus un candidat FN pour être député, eh ben celui qui était le moins bien placé entre communiste et UMP, il se barrait pour essayer de faire en sorte que l'autre gagne. Aujourd'hui, la moitié des candidats macronistes, ils se sont pas barrés pour que le NFP passe au pouvoir. Parce que, ben déjà, c'est de plus en plus des arrivistes, c'est aussi de plus en plus un truc de la stratégie de Sarkozy qui est de prendre des éléments de l'extrême droite pour faire augmenter l'électorat de son parti. C'est répandu au macronisme et même à la gauche PS avec Valls et compagnie. Mais il y a aussi le fait que maintenant le climat il a changé de ouf et que l'extrême droite n'est plus un problème apparemment. L'extrême droite n'est plus un problème comme elle l'était et comme elle devrait toujours l'être. L'extrême droite c'est une possibilité parmi tant d'autres. C'est dédiabolisé. Maintenant c'est Mélenchon le PB. Pierre Moscovici va plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire français de souche et français d'origine étrangère? Faudra-t-il bientôt porter un signe distinctif pour le savoir? Cette mesure scandaleuse rappelle celle en vigueur sous l'occupation. Monsieur Le Pen et sa fille n'ont plus besoin de parler, la copie parle à leur place, conclut Noël Mamère. Et après ça va être la fuite en avant, la surenchère sécuritaire. Les discours vont être de plus en plus proches de l'extrême droite. Une fuite en avant à un point où des membres de sa majorité commencent à s'éloigner de lui. Écoutez Frédéric Lefebvre, un très proche de Sarkozy depuis les années 90. C'est 2011, j'ai commencé à voir la pente sur laquelle Nicolas Sarkozy emmenait toute la droite. Ah, il l'a bien emmené dans cette pente, hein. Toute la droite là, et pas que la droite d'ailleurs, hein. La pente a été tellement glissante que même la gauche s'y a engouffrée, en tout cas une partie de la gauche. Le pire c'est que, après ils vont dire que c'est la gauche le problème, ils vont dire que c'est Mélenchon, le dangereux, qui bordélise la France, fait en sorte que les communautés s'affrontent entre elles. Mais c'est qui a commencé à parler de français de souche et français d'immigration en premier? C'est qui a commencé à faire la distinction entre les deux et à vouloir mettre des conséquences sur ah t'es français, t'as tes papiers, t'es né en France, ah mais quand même tes parents ils sont de l'immigration, non? Ouais bah du coup t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit à ne pas être un bon petit français bien. T'as lu Voltaire, enculé. C'est presque ça quoi. C'est en mode si t'es français de souche, t'as le droit d'être au chômage, t'as le droit de pas connaître Voltaire, t'as le droit de pas connaître Balzac, t'as le droit d'être un petit con. Par contre si t'as le malheur d'être noir, je voulais dire de pas être français de souche, d'être issu de l'immigration, alors là attention à ton cul. Ah t'es italien? Non là ça va, par contre ça va, c'est l'Europe quand même. Voilà l'Europe ça va. Ah t'es états-unien? Ça va aussi, après tout, t'es blanc, je voulais dire. On a une culture en commun, enfin bref. Et encore, fut un temps, les Italiens, ils avaient subi un racisme sévère sur le sol français. Mais ça me rend dingue. Ça me rend dingue, un truc de ouf, je te promets. Les Italiens, c'est les pires à ce niveau-là, parce que autant les Portugais, les Espagnols et tout, ceux que je connais, ça va, tu vois. Mais les Italiens, c'est un truc de fou. Comment? Je fais pas de généralité sur tous les Italiens, hein, évidemment, mais j'en connais plein qui sont racistes. Alors que leurs grands-parents subissaient le interdit aux chiens et aux Italiens. Moi, ça me rend dingue à quel point, comment tu peux refermer la porte derrière toi à ce point, quoi. C'est comme si demain, les Arabes, ils étaient en mode « Ouais, pas de Roumains chez nous, en France, vas-y, ils sont pas français. » Boudin, t'as subi un truc et t'es prêt à faire subir la même chose à d'autres, quoi. C'est n'importe quoi. On a vu d'ailleurs cette pente devenir de plus en plus glissante. On a vu les centristes se sentir de plus en plus mal à l'aise à l'intérieur des Républicains. Ah oui, parce que ce que se dit Sarkozy, c'est que bon, j'ai gagné en 2007 en parlant comme le Front National, alors pourquoi ne pas faire pareil en 2012? Et bah tout simplement parce qu'en 2012, les gens, ils ont vu ce que ça a donné 5 ans de politique Sarkozy. Et qu'à l'époque, eh ben comme la société était pas autant extrême droitisée, et bah du coup, il y avait beaucoup plus de médias, de journalistes, d'éditorialistes, de gens qui critiquaient ça. Et même, il y avait encore les guignols de l'info, ça a été beaucoup, qui critiquaient la politique immigratoire de Sarkozy, qui critiquaient son côté bling-bling à outrance, qui critiquaient pas mal de choses chez lui. Et moi, je me rappelle toujours en 2012, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais je la raconte parce que elle m'a marqué. Moi, je connaissais pas trop la politique à l'époque. Et pour moi, c'était, ils sont tous pourris. Et puis, hey, j'ai 18-19 ans, je suis un branleur, je suis un rebelle, t'as vu, fuck off, punk, ce que tu veux, mes couilles. Donc, au bout d'un moment, je suis dans le train et je vois une maman Renoir vient me voir, elle me fait, ouais, c'est qui a gagné les élections? Moi, je lui réponds naïvement, c'est Hollande, voilà quoi. Normal, tu vois. Hollande, Sarko, de toute façon c'est la même merde pour moi. Et là la meuf, elle s'agenouille
dans le train, elle pleure à chaudes larmes, elle lève les mains au ciel et elle fait « Merci mon Dieu, merci mon Dieu ». Ça m'a marqué de ouf parce que je me suis rendu compte, ah ouais d'accord, c'est-à-dire qu'une élection ça peut vraiment changer la vie des gens à ce point. À ce moment-là j'avais pas vraiment totalement compris, ça m'avait vraiment marqué parce que je me suis dit ah ouais quand même, c'est que vraiment ça l'avait marqué dans sa chair. Mais c'est avec le recul et avec les années, avec des connaissances politiques supplémentaires que je me suis dit bah ouais en fait une élection ça peut vraiment changer les choses. Et il y a plein de gens qui ont voté contre Sarko parce que Sarko était de plus en plus extrême droitisant et que on va pas se mentir, le discours du Bourget de Hollande, il avait fait son petit effet sur pas mal de monde. Mon adversaire, mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance, ça avait marqué les gens et beaucoup de gens y ont cru. Bon, le problème c'est qu'après il a trahi, mais c'est pour ça que Sarko il a perdu en partie. Je crois que c'est un moment de rupture idéologique que j'ai très clairement à ce moment-là avec Nicolas Sarkozy, qui considère que c'est comme ça qu'on va gagner. Ça me rappelle un peu Macron, ça. Le côté Sarko à la base il était de droite, il allait de plus en plus vers l'extrême droite. Macron à la base il était ni de droite ni de gauche, ça voulait dire de droite, mais il allait de plus en plus vers l'extrême droite, malgré les oppositions de certains de ses fidèles et certains membres de son gouvernement, et etc. Que bizarrement, Macron, Sarko, même combat quoi. Bon, en 2012, un mandat était passé et Sarko était très impopulaire. Oui, les gens lui reprochaient son côté bling-bling, le dîner aux Fouquettes, les Rolex. Par Angelize, becquet arrière, jambe BBS 100 pouces, je dis pas le prix, c'est indécent. 30 000 € la jambe. C'est les as du tuning qui sont mis sur mon avion. Il en jette, hein, non? Et en 2012, ce qui devait arriver arriva. Sarko est battu et par le candidat le moins charismatique du monde. Solstice, 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 solstice. Et là, faut qu'on cite à nouveau notre ouvrage de référence, La C'était bizarre ce truc. Cause du peuple de Patrick Buisson, même si on le hait, Buisson. Je l'ai. Par pan entier, l'électorat populaire qu'il avait rallié au premier et au second tour de la présidentielle de 2007 commençait à subir l'attraction de Marine Le Pen, héritière un peu fruste, mais déterminée du label familial. On prêtait à la présidente du FN les mêmes qualités que celles qui avaient été associées au candidat de l'UMP en 2007. Et bah oui mais con, tout simplement parce que Sarko, il a ouvert la fenêtre d'Overton encore plus à droite, il a montré que bah oui on pouvait totalement être un chef d'État respectable, qui a été maire, ministre, etc. Mais être un gros raciste de droite avec des idées horribles. Donc, du coup, bah si lui c'est le cas, la fille Le Pen, pourquoi pas lui donner sa chance? Après tout c'est pas le vieux Le Pen la fille Le Pen. Et puis en plus, elle s'est adoucie et puis quand même elle essaye de mettre les formes plus que son daron, donc ouais, on va peut-être aller vers elle. Et 12 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La stratégie sarkozyste de siphonner les voix du FN n'aura pas fonctionné bien longtemps. En 2012, Marine Le Pen obtient 17,9% des suffrages, récupérant ainsi toutes les voix parties chez Sarkozy en 2007 et améliorant même le score de Jean-Marie Le Pen en 2002. Mais tout simplement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la stratégie de Nicolas Sarkozy de faire de l'extrême droite pour siphonner les voix du RN, c'est une stratégie sur le court terme. Comme le PS a fait la même stratégie, sauf que comme ils sont censés être de gauche, ça marche encore moins. Et au bout d'un moment, ça va forcément se retourner contre eux, contre la République, contre la démocratie, et ça va aller au profit du RN. Mais ils apprennent pas parce que Macron continue à le faire et une partie du PS veut continuer à le faire. Ça me rend dingue, je deviens fou. Sarkozy a vraiment été l'homme qui a fait sauter les digues. Oui, là où Chirac était dans une logique de cordon sanitaire, c'est pas du tout le cas de Sarkozy qui depuis le début considère que l'extrême droite fait partie de l'arc républicain. Je vais même vous rappeler quelque chose. Ma première élection en 1984 comme conseiller général, j'ai Marie-Caroline Le Pen contre moi. Mais je les ai toujours reçus. Parce que je déteste la diabolisation. Et il en est fier en plus, c'est le pire, c'est qu'il en est fier de toujours avoir reçu Le Pen. Encore, tu sais, ceux qui disent ouais, moi à l'époque j'étais contre Le Pen, mais maintenant ils sont dédiabolisés, tout ça. Je me dis, au mieux c'est naïf, ils croient vraiment que Le Pen est dédiabolisé. Entre les deux, c'est opportuniste, en mode on veut gratter leur voix donc on fait genre. Et au pire, c'est qu'ils sont de plus en plus dans leur idée. Mais lui, ça veut dire que depuis le début, il était en mode, mais enfin monsieur Pujadas, vous voyez bien que l'électorat Le Pen, il existe. Insulter Le Pen, c'est insulter de son électorat. Donc, monsieur Pujadas, moi je suis pour le dialogue. Je suis contre la diabolisation. Car enfin, il faut accepter tout le monde, même les gros racistes. C'est ça la République, monsieur Pujadas. Stratégiquement, ça va se traduire au régional de 2015 par un refus de Sarkozy à appeler à voter contre le Front National. Ni de rapprochement, ni de front républicain. Chacun prendra ses responsabilités et analysera les résultats au premier tour. Déjà à l'époque, il parlait de Dick Saber, le Front républicain. On voit juste que le meilleur gagne, quoi. Mais merde, le pire, c'est que c'était l'un des protégés de Chirac, ce mec à la base. Tu m'étonnes qu'après Chirac, il est plus voulu de lui et qu'il a dit ouais, finalement, je vais voter Hollande, tu vois. Ou non, même lui,
s'est dit, ouah, trop raciste pour moi. Et cette stratégie sarkozyste, elle a tout à voir avec l'état actuel des Républicains. Le parti est aujourd'hui tellement droitisé qu'on arrive difficilement à le différencier du Rassemblement national. Certains députés LR de l'Assemblée actuelle ont d'ailleurs été élus à la suite d'un accord avec la formation d'extrême droite, sous l'impulsion d'Éric Ciotti. Et merci Nicolas pour ça, hein, vraiment, t'as vraiment sauvé ton parti. T'as tellement sauvé ton parti que c'était l'un des premiers, si ce n'est le premier parti de France quand t'es arrivé, parce qu'on sortait quand même de 2 mandats présidentiels de Chirac, donc là c'était le 3e d'affilée pour ton parti, et là maintenant ils en sont réduits à avoir des miettes avec les racistes, avec la fille Le Pen. Donc félicitations Sarko, c'était vraiment bien joué de ouf, hein. Vraiment, je pense que tout ton parti sera fier de toi. Vraiment, De Gaulle, il doit être en mode oh là là, mes héritiers, ils ont trop géré, putain. Et le pire, c'est qu'ils se disent gaullistes, ces gens-là. Moi, c'est ça qui me tue. On a l'impression qu'on arrive à la fin d'un processus qui a été engagé en 2007. Aujourd'hui, il reste plus grand monde à LR pour maintenir le cordon sanitaire. À part le Usul Juppéiste là sur Baxit. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on en est à un point où, quand il y a des De Villepin ou des trucs comme ça qui appellent à voter NFP, s'il y a un truc NFP versus RN, on en vient à se dire aujourd'hui, waouh, mais quel courage, waouh, mais quelle noblesse, ou ce que tu veux. Alors qu'avant, c'était normal. C'était la base. La base, c'est tout sauf le RN. Mais bon, 15 ans plus tard. Vous avez publiquement appelé à voter pour le nouveau Front Populaire au second tour face au Rassemblement National. Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre cette position qui n'est pas naturellement celle de votre parti? Alors que si, c'était naturellement celle de son parti à la base, de voter contre le parti qui était contre le RN. Ça, c'est quelque chose de naturel chez les Républicains, c'est quelque chose de naturel depuis De Gaulle. Putain, mais De Gaulle, c'était le gars qui certes a fait plein de trucs horribles, qui a fait plein de merde, mais qui au moins à ce niveau-là avait compris que va falloir faire des compromis avec la gauche et tout si on veut pas que l'extrême droite repasse. Bon. Faut dire aussi, la Seconde Guerre mondiale n'a pas aidé le fait qu'ils pouvaient pas ignorer et mettre de côté tous les résistants qui étaient en grande partie communistes. Mais quand même. Eh bien écoutez, déjà la mesure de l'enjeu historique avec le score qu'a fait le Rassemblement National à la suite de ce premier tour. Alors le Front républicain qui devient une position iconoclaste à LR, c'est assez inédit. Mais il faut pas oublier que dans les années 80-90, il y avait déjà une partie de la droite qui avait aucun scrupule à faire alliance avec l'extrême droite. Exemple en Provence-Alpes-Côte d'Azur où le RPR et l'UDF ont fait alliance avec le Front National et dirigé la région avec lui, de 1986 à 1992. Toujours dans cette région, il y eut des désistements réciproques à Marseille lors des législatives de 1988 entre candidats RPR et frontistes. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'extrême droite, elle est hégémonique et donc en position de force face à des républicains qui savent plus trop comment se positionner. Et puis ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, ils se la ramenaient pas trop avec ça. Il y avait des brebis galeuses qui faisaient des petites affaires avec le FN, hein, je dis pas. Mais à l'époque, c'était en mode, on n'en parle pas trop, si ça pouvait ne pas se savoir, c'est pas plus mal. Alors qu'aujourd'hui, c'est, bah oui, il y a Éric Ciotti qui est en mode, bah oui, on va faire alliance avec le RN. Il y a quoi maintenant? On est gaulliste ou pas? Oui, une partie est alliée aux macronistes, une autre au RN, qui sont un peu perdus politiquement. Ouais, et ça, c'est aussi parce que Sarko a pas mal participé à brouiller les clivages politiques. Mais enfin, Ostémodi, c'est totalement contradictoire avec ce que vous disiez avant. Il a pas pu brouiller les clivages vu qu'il était clairement de droite. Non, c'est scandaleux, vous dites tout et son contraire, je vais faire un react sur Twitch. Je fais un react sur Twitch, mais je suis avec vous les gars, vous inquiétez pas. Et oui, Sarko a essayé de brouiller les pistes. Déjà, on peut parler, il va peut-être en parler, mais de la nomination de Rachida Dati à un ministère, ce genre de truc, c'était aussi des billes pour dire, je suis pas non plus que d'extrême droite. Lui, son délire, c'était vraiment, c'était un peu un ancêtre du printemps républicain en disant mais enfin on peut parler de maintenir l'immigration, de la contenir sans pour autant être raciste, nanana. Sauf qu'il faut voir ce qu'ils font avec. Il faut aussi voir comment ils gèrent l'immigration, comment ils gèrent les gens qui sont issus de l'immigration en France, la distinction qu'ils font avec les Français d'origine, etc. Trompe-toi, spectateur malicieux qui entame cette année la préparation du concours de l'IEP de Grenoble et dont les parents sont respectivement proviseurs de lycée et cadres chez EDF. C'est très ciblé. C'est 30% de notre audience, je pense. En vrai, le paradoxe, il existe, mais il vient pas de nous, il vient de Sarko. Parce que Sarkozy, c'est un opportuniste, c'est pas un idéologue. Il se moque des contradictions, lui, il adapte sa stratégie. Des politiciens sans idées et opportunistes. J'ai l'impression qu'on dit ça dans un portrait sur deux. Ça fait réfléchir. Et c'est cet opportunisme que lui reproche Buisson d'ailleurs. La ligne Buisson n'avait été pour lui qu'un logiciel électoral. Celui qu'il avait jugé le plus performant pour siphonner les voix du Front National en 2007,
puis pour éviter l'humiliation d'une écrasante défaite en 2012, en se gardant bien, dans l'intervalle, de lui donner la moindre application politique, ou si peu. Et ça, encore une fois, comme le disait Mélenchon, tu vois les gens qui ont des convictions politiques avec le fait que, quand le vent tourne, ils restent droits dans leurs bottes malgré tout. Et c'est pas le cas de Sarko. Sarko, c'est loin d'être le cas. Et vraiment, plus on voit le portrait, même si je savais à peu près tout ce qu'ils ont dit, plus ça vous fait pas penser à quelqu'un, aujourd'hui, qui change un peu de stratégie électorale par rapport au vent qui tourne, tout en faisant genre, t'inquiète, je maîtrise, je suis pas raciste, mais je fais des trucs racistes à côté. Ça me rappelle un mec. Après tout, avec une politique sarkozyste comme celle-là, qui aurait pu prédire que ça finisse comme ça aujourd'hui, hein? Bon, Buisson, il dit que Sarkozy, il est pas assez de droite. Normal, Buisson, c'est un réac. Mais ce qui est vrai par contre, c'est que tout en jouant les gros bras de droite, je suis un facho, tout ça, Sarko il est aussi allé chasser sur les terres de la gauche. Là on pourrait multiplier les exemples, à commencer par Éric Besson ou Bernard Kouchner, ministre d'ouverture transfuge du Parti Socialiste. Les socialistes, ça fout la merde! Sarkozy n'a pas hésité non plus à récupérer des symboles de gauche comme Guy Môquet ou Jean Jaurès, ou encore à défendre des mesures qui ont hérissé les cheveux du crâne chauve de Patrick Buisson. Ouais bon, Jean Jaurès, tout le monde se l'est approprié, alors que putain, le mec, la moitié des gens qui se l'approprient, ils doivent se dire « Mais laissez-moi tranquille, pendant la guerre, je vous aurais combattu vous, bande de cons !» Comme la discrimination positive ou une représentation pour l'islam de France. Donc voilà, ça ne contredit pas sa droitisation, c'est juste des éléments qui ont contribué à brouiller le clivage gauche-droite. Et après, qu'est-ce qui s'est passé à force de brouiller les pistes du clivage de droite? On a eu Macron. Merci Sarko. New et Caroline Werkoff-Leloup mentionnent que dès le début, la stratégie de Sarkozy est d'être omniprésent dans les médias et de prendre position sur tout. Ouais, il récupère les thématiques de gauche en les vidant de leur substance. Pour la campagne de 2007, il fait ça avec la valeur travail. C'est son fameux « travailler plus pour gagner plus ». Ça, c'est un slogan qui va plaire aux classes moyennes et populaires. Ça plaît aux classes moyennes et populaires, le « travailler plus pour gagner plus ». Sauf que c'est comme... mais enfin, c'est une logique implacable. On vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Sauf qu'en fait, ça marche pas. Ça marche pas déjà selon ton travail, selon la pénibilité du travail en soi, parce que si t'es cadre ou si c'est ouvrier, tu vas peut-être pas avoir la même fatigue, mourir à la même période, etc., etc. Et travailler plus pour combien? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on n'a pas un droit aussi à avoir du loisir? Est-ce que notre univers entier doit être basé sur le monde du travail? Peut-être pas non plus, tu vois, c'est des questions qu'il faut se poser. Il récupère à gauche, mais en même temps il rend la gauche responsable de tous les problèmes, notamment en reprenant l'un des poncifs de Buisson sur mai 68. Entre Jules Ferry, qui voulait l'école de la République, de l'excellence, de l'exigence et du respect, et les 68ards qui disaient « il faut jouir sans contrainte », moi j'ai choisi Jules Ferry. On a supprimé tous les repères, toutes les valeurs, et à l'arrivée on a oublié une chose, c'est qu'un jeune se construit en transgressant. Mais quand il n'y a plus de règles, qu'est-ce qu'on transgresse? Ça vous rappelle pas quelqu'un là ce qu'il vient de dire, Sarko? Ça rappelle quand même pas mal du Macron, mais en plus d'aujourd'hui quoi, moins brut pour point. Ah oui, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter quoi. De l'opportunisme politique, aucune colonne vertébrale idéologique, sauf quand il s'agit d'être d'extrême droite. On comprend mieux la relation entre Macron et Sarkozy. Oh là là, je l'ai dit depuis tout à l'heure, je suis trop fort. Si Body, si jamais t'en as marre de host, n'hésite pas à m'appeler, y a pas de souci, on se fait un truc ou host, si t'en as marre de Body, n'hésite pas non plus. Dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy n'est jamais bien loin, présent à toutes les cérémonies officielles. Les deux hommes s'appellent régulièrement. L'ancien chef de l'État donne des conseils et veut agir en soutien à l'actuel président. Comme Macron en 2017, Sarkozy va avoir recours à de la triangulation, c'est-à-dire reprendre les thèmes de ses principaux adversaires politiques. Et comme Macron après 2017, Sarkozy a fini par dérouler un discours de droite dure, sans aucune forme de concession pour les castors que nous sommes. Ah mais c'est ça, dégueulasse, le proto-Macron à 100%. En vrai, Macron, c'est vraiment la fusion nulle entre Hollande et Sarko. C'est vraiment la fusion nulle entre les deux. Le manque de substance politique, le fait de faire genre on est d'un côté, mais en fait on est d'aucun côté tant que ça arrange nos affaires, même si on a une petite préférence pour la droite et l'extrême droite, tout penser qu'on peut tout faire tout seul à la Sarko, c'est vraiment un mélange des deux quoi. Bon, donc pourquoi pas essayer de récolter en plus les électeurs du Front National? Pourquoi pas? Après tout, ce n'est pas une propriété privée. Si des gens reconnaissent, font les mêmes analyses que moi et lancent les mêmes mots d'ordre, ben oui, c'est eux qui se jean-marisent. Ça n'est pas moi qui me sarkozyse. Et les mêmes discours ont les mêmes effets. Le brouillage des clivages entre la gauche et la droite finit par alimenter la défiance des électeurs vis-à-vis de la classe politique.
La reprise des thèmes de l'extrême droite engendre la montée du Front National, puisqu'au final, les gens d'extrême droite préfèrent voter pour l'extrême droite que pour un imitateur. Bah oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que de toute façon, si jamais tu veux voter pour quelque chose, tu vas voter pour la version, le mélange de la version la plus pure et qui a le plus de chances de gagner. C'est pour ça que d'ailleurs Zemmour, il a finalement fait des scores beaucoup plus merdiques qu'annoncé Zemmour. Pourquoi? Tout simplement parce que, même s'il était plus extrême que Marine, il était peut-être trop extrême pour certains, et de deux, Marine, elle avait de meilleurs sondages, elle avait un ancrage bien plus fort, et donc les gens ils se sont dit, on va voter pour le meilleur équilibre entre pureté idéologique et chance de gagner. Et ça donnait Marine Le Pen. Et les faits sont têtus. Le RN est à 37% au second tour des législatives en 2024, malgré les efforts de tous ceux qui ont voulu copier la stratégie de Sarkozy en 2007. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. 2007, c'est un peu particulier, puisque c'est la seule fois où un homme politique de droite a réussi à siphonner les voix de l'extrême droite sans perdre ses électeurs les plus modérés. Alors pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui? Peut-être parce que tout le débat public a glissé vers la droite. Ouais, des propos que tenait Sarkozy en 2007 ou en 2012 et qui faisaient scandale, aujourd'hui, malheureusement, ils paraissent d'une grande banalité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la fenêtre de Burton qui a été totalement extrême droitisée. Et des discours de Sarko qui à l'époque paraissaient outrageux, paraissent aujourd'hui banals, voire même mous, et voire même un peu centristes en comparaison. Et c'est pour ça que aujourd'hui on parle de LFI comme de l'extrême gauche, parce que LFI n'est pas d'extrême gauche, c'est juste que LFI a toujours été à gauche, sauf que comme la droite était là et que maintenant la droite elle est là aujourd'hui, du coup LFI qui reste là, elle paraît d'extrême gauche alors qu'elle a juste pas bougé. Je suis même sûr que si un macroniste ressortait le discours de Grenoble aujourd'hui, ça choquerait pas grand monde. En fait c'est déjà le cas. Putain mais c'est exactement ce que je viens de dire, mais je suis trop fort. Putain mais qu'est-ce que je m'aime. Je souhaite que la responsabilité des parents soit mise en cause lorsque des mineurs commettent des infractions. Les parents manifestement négligents pourront voir leur responsabilité engagée. Mais pourquoi ce serait que avec certaines personnes et pas d'autres, ça mon frérot? Parce que bizarrement Zemmour, son fils qui a été pris sous coke et qui a fait un accident, on s'en bat les couilles. Par contre Naël qui avait pas de permis, encore une fois, justice à deux vitesses, racisme, tout ça, toi-même tu sais. Et vous savez, on me dit souvent, que fait le ministre de l'Intérieur quand il y a un coup de couteau qui est donné à un autre gamin de 14 ans? J'ai dit, mais le ministre de l'Intérieur, c'est que les policiers, ils ne constatent que la défaillance des parents. Oui, la défaillance des parents, après la défaillance des parents, c'est que les parents le problème, c'est pas du tout le système, c'est pas du tout le gouvernement, c'est pas du tout l'éducation nationale, c'est pas du tout ça en règle générale qui fait un climat à la fois de défiance, à la fois mortifère, à la fois tendu, qui fait que les gens, ils sont de plus en plus tendus et donc ils sont de plus en plus prompts à faire des actes de plus en plus violents, que ce soit symboliquement ou littéralement. Et puis aussi la banalisation de l'extrême droite, ça fait que les vrais ultra d'extrême droite, bizarrement eux ils se sentent de plus en plus à l'aise pour faire des actes racistes, et on le voit de plus en plus. Juste après les élections européennes et pendant la campagne des législatives après la dissolution, on a bien vu tous les jours il y avait au moins un acte raciste recensé en France, minimum. Et des actes islamistes, il y en avait pas, tu vois, peut-être un ou deux à la rigueur, mais en comparaison c'est sans commune mesure. L'autorité parentale au centre. Et moi, je suis pour l'expulsion des logements sociaux, des familles qui laissent leurs enfants faire absolument n'importe quoi. Mais que les Noirs et les Arabes, attention. Les Blancs, ça va, on les laisse. Les Asiatiques, c'est un peu compliqué, parce que les Asiatiques, ils sont quand même bosseurs. Et je suis évidemment pour prendre des décisions fermes. Ferme ta gueule, ouais. Sarkozy, c'est le point de départ de cette vague d'extrême droitisation de la droite. Une vague qui a conduit à la défaite de Fillon. Fillon qui avait pourtant lui aussi tout fait pour draguer les plus conservateurs. Moi je dirais pas que Sarkozy c'est le point de départ de l'extrême droitisation de la droite. Je dirais plus que Sarkozy c'est le point de départ de l'assumer de cette extrême droitisée. Parce qu'il y a toujours une partie de la droite qui aurait bien voulu gouverner avec l'extrême droite, c'est pas si dérangeant tant que c'est nous qui gouvernons, ça passe tu vois. Par contre Sarkozy ça a été le premier effectivement qui a dit mais enfin je vois pas le problème, on peut s'entendre avec l'extrême droite, il faut juste que ce soit nous qui gouvernons. Enfin, monsieur Pujadas. Oui, je sais pas ce que j'ai avec Pujadas quand j'ai mis de Sarko. Mais enfin, monsieur Pujadas. On peut bien dire des trucs racistes dans ce pays. Il faut l'assumer. Mais oui, Sarkozy, ça a été le premier à le dire aussi ouvertement et à amener ça de manière stratégique, concrète, assumée et qui a donné ce que donne le climat aujourd'hui. Patrick Buisson avait même affirmé en 2016 qu'une victoire de Fillon serait une révolution conservatrice. Le brouillage des clivages, lui, a été parachevé par Emmanuel Macron.
Macron a gouverné à droite, mais en détruisant tous les repères politiques. Et il a accumulé un niveau de défiance et de haine à son encontre assez inédit. Et le RN, il est plus fort que jamais. Et on se retrouve à être content qu'il n'y ait que 126 députés, alors qu'en 2012, la présence de 3 députés d'extrême droite était déjà un scandale. Vous vous rendez compte en 12 ans? En 12 ans, l'extrême droitisation de ce pays, ce que ça a donné? À l'époque, on était en mode, putain, 3 députés RN à l'Assemblée, FN à l'Assemblée nationale, c'est la merde. Ça doit pas arriver. Le cordon sanitaire, il y a un problème, il faut se poser des questions, sauf qu'on sait pas poser les bonnes questions. On s'est engouffré dans le plein temps des républicains, dans l'extrême droitisation, dans la banalisation des idées racistes. Et après, on est là, 12 ans plus tard, avec plus de 100 députés RN à l'Assemblée, et avec des Darmanin qui peuvent dire des dingueries à la télé, des Pascal Pro, des Éric Zemmour, sans que ça choque personne. Par contre, à côté, dès que quelqu'un de gauche dit un truc de gauche, ah, antisémite, extrême gauche, islamo-gauchiste, ah, on est quand même sur une pente glissante depuis un sacré moment. Et que personne ne leur serrait la main. Monsieur Ciotti. Et oui, à l'époque, Ciotti, il serrait pas la main à l'extrême droite, alors que 12 ans plus tard, il fait ouin en mode « Oui, t'es locu, il a pas serré la main à quelqu'un de l'extrême droite, c'est quand même pas très républicain tout ça, hein. Quand même. » Tu faisais quoi il y a 2 ans, frérot, rappelle-moi? Non mais Ciotti, il a autant de dignité que de cheveux, ce gars, faut arrêter les conneries. Boum. Alors que pourtant, j'ai une grosse calvasse, hein, donc... Mais bon, calvasse de gauche, donc ça va. Et la droite républicaine se retrouve en PLS. Ouais, on vous l'a dit, LR, ils ont du mal à trouver un espace politique entre ceux qui sont partis chez les macronistes et les plus droitiers qui se sont alliés au RN. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, encore une fois, c'est que, à force de vouloir jouer sur les terres de l'extrême droite et à force de vouloir faire genre, nous sommes la droite républicaine, mais on va quand même faire des trucs d'extrême droite, avec quelques trucs de gauche sans substance, et du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont barrés pour aller soit plus à gauche ou plus à droite. Enfin, plus à gauche, moins à droite ou plus à droite, tu vois. Et chais dans vos gueules, hein. Et le plus rageant, c'est que cette stratégie, les partis de droite continuent de l'utiliser, alors qu'elle ne marche plus depuis 15 ans. Ou alors la stratégie, elle fonctionne, mais pour le RN. Bah oui, le RN est devenu un parti presque normal, avec qui il est envisageable de gouverner et qu'on peut même intégrer à nos institutions. Mais en tout état de cause, la voix du Rassemblement national sera entendue dans les instances de l'Assemblée nationale, soyez-en sûrs. C'est extrêmement important pour moi. J'ai toujours pensé cela et je veillerai attentivement à ce que chaque Français qui a voté pendant ces élections législatives soit entendu à l'Assemblée. Et la normalisation est telle que même des journalistes mainstream en sont rendus à dire que le RN, c'est pas vraiment d'extrême droite. Étudiant les extrêmes droites en Europe, j'ai vu ce que proposait Geert Wilders aux Pays-Bas, j'ai vu ce que proposait l'AfD en Allemagne, et j'ai vu le fossé quand même qui séparait ces partis du Rassemblement national. Mais ça, c'est des trucs où, soit Pujadas ou d'autres en général, moi je pense qu'il y a une partie de ces gens-là qui sont d'un cynique, qui veulent juste garder leur poste, qui s'engouffrent dans la brèche par pure stratégie, tu vois, genre de truc. Et moi, je pense que dans le tas, il y a des gens vraiment naïfs, je parle pas forcément de Pujadas, hein, mais il y en a qui sont vraiment naïfs en croyant que, oui, l'extrême droite, c'est vraiment dédiabolisé, qui comprennent pas que c'est une stratégie et que, une fois qu'ils arriveront au pouvoir, ce sera pas la même limonade, qui comprennent pas que ça les rend aussi eux en danger. Mais pourquoi ils le comprennent pas? Parce qu'ils ont trop de privilèges, parce que leurs privilèges les empêchent de voir ce que ça peut donner pour eux, mais surtout pour le reste de la population qui a pas leur putain de fourchette en argent dans le cul, tu vois. Par exemple, comment on les appelle alors, Geert Wilders ou l'AfD, si on appelle le Rassemblement national extrême droite? Chez nous, c'est l'extrême droite, ailleurs, c'est l'extrême droite. Bah non, c'est l'extrême droite dans les deux cas, c'est juste qu'il y en a un, il assume plus, et l'autre, il fait genre, voilà, fin du game. On vous a présenté une figure qui a participé à la banalisation de l'extrême droite. Évidemment, c'est pas le seul responsable. Par contre, c'est un des seuls qui ira en prison. Bon, pas pour ça, mais c'est toujours ça de prix. Bon, Sarko, c'est quand même l'un des responsables les plus identifiés. Il a été président pendant 5 ans et puis ministre du budget et de l'Intérieur sous Chirac pendant longtemps. Et c'est lui qui a installé cette stratégie de courir après le RN, avec efficacité au départ, hein. Et il l'a fait en écoutant un giga facho comme Patrick Buisson par pur calcul électoral. Donc c'est un président de droite, soi-disant républicaine, qui a accepté d'être conseillé par un type qui est globalement Éric Zemmour. Bah tiens, ça me rappelle quelqu'un ça. Quand je vous disais que Macron c'est un mélange entre Sarko et Hollande, parce qu'on a vu que Macron a pas mal de trucs de Sarko, quelques trucs de Hollande aussi, mais ce truc de se laisser influencer à un mec beaucoup plus d'extrême droite que soi, bah c'est Hollande avec Valls qui allait à fond dans la carte plein temps républicain, état d'urgence permanent, etc. C'est la même merde. Dans de droite, soi-disant républicaine, qui a accepté d'être conseillé par un type qui est globalement Éric Zemmour. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Et oui, on en paye les conséquences. Et on veut toujours pas comprendre les conséquences à en tirer de tout ça. Et on préfère se dire que c'est de la faute des étrangers, que c'est de la faute de LFI, que c'est de la faute de la gauche, des écolos, etc. Au lieu de se dire que c'est une politique d'extrême droitisation depuis des années qui a fait qu'on se retrouve dans cette merde aujourd'hui. Avec de plus en plus la feuillade d'Overton qui est à l'extrême droite, avec les gens qui ont le moins en point de repères et de boussole politique, qui bouffent ces news sans se poser de questions.
on se demande pas peut-être si ça a un impact sur le fait que l'extrême droite soit aux portes du pouvoir. Voilà, c'était le dernier épisode des portraits. Vincent Bolloré a coupé les financements de Blast, donc il supprime l'émission. Voilà, c'était le dernier épisode des portraits. On arrête l'émission. Voilà. Allez, salut. Écoutez, c'est pas par gaieté de cœur que je dis sous les portraits. C'est un format qui ne plaît plus aux Français. On n'a pas arrêté les portraits. C'est juste l'émission qui s'est stoppée d'elle-même. Voilà, c'était le dernier épisode des portraits. Le format ne reviendra pas à la rentrée, mais ne soyez pas tristes. On fait évoluer la formule. C'est fini les grands hommes. Mais on va passer à une formule plus sciences sociales. On va essayer de répondre à l'actualité avec les sciences sociales et notamment avec la sociologie. C'est un format qui nous convient plus, qui correspond plus à notre formation, à Maudy et à moi, donc on espère que ça vous plaira. Il nous manque juste un titre. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, on les reprendra gratuitement sans vous payer de droits d'auteur. Bah écoutez, c'était très bien, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Non, c'était vraiment très cool et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, les portraits 2.0 plus sciences sociales et tout. Et je suis un peu triste que ça se finisse les portraits parce que moi, j'aimais beaucoup les portraits en règle générale. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y avait des figures que soit on connaît mais on connaît pas vraiment. Moi je connaissais De Villepin, tu vois, mais je savais pas à quel point le Puy du Fou ça avait été un changement, etc. Je connaissais Christine Boutin mais je connaissais pas tout sur elle. Il y a d'autres figures que je connaissais pas vraiment. Pasqua par exemple, tu vois, je les connaissais pas tant que ça. Donc pour comprendre la politique d'aujourd'hui, c'était intéressant d'aller sur la politique d'hier. Mais je comprends que ils ont envie d'aller sur d'autres horizons, quelque chose qui leur correspond plus. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas, dernier portrait de la saison, j'ai envie de dire, c'était logique de finir sur Sarkozy, hein, quand tu vois tout ce qu'il a fait pour faire monter l'extrême droite avec toutes ces stratégies de connard. Mais très bon épisode, très bon épisode qui était très simple mais très complet comme d'habitude, vraiment cool. Vraiment n'hésitez pas à aller voir ce que fait Blast et ce que fait Host et Host Politique et Maudy en règle générale, ils sont vraiment très bons. Et voilà, ce best-of est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Tout va très bien, ma chaîne d'actualité édito politique. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne Blazy, ma chaîne Pop Culture sur YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à Blazy Rediff TBTB, ma chaîne Rediff de live jeux vidéo, mais pas que, mais pour l'instant c'est surtout des jeux vidéo. N'hésitez pas non plus à aller sur mon Twitter Blazy Tout va très bien, parce que je donne des news, parce que voilà, quand vous voulez voir les lives, les vidéos quand elles pop, tout ça, et puis même mon avis sur des trucs. Et si jamais vous avez un peu d'argent en trop, n'hésitez pas à me donner sur Tipeee ou Patreon, ça me ferait extrêmement plaisir, et surtout ça m'aiderait à financer mon travail, et de pouvoir peut-être, en vivre un jour, qui sait, on ne sait jamais, on croise les doigts. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors maintenant à savoir si Sarkozy est de droite ou de gauche, la question se pose réellement. Allez, salut.